Voilà. À toi la parole, Dominique. Parfait. Merci beaucoup, Evelyne. Donc, bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre. Je suis le directeur général du Centre de foresterie des Laurentides de Ressources naturelles Canada. On est basé à Québec. Et avec moi aujourd'hui, ben, il y a Maxime Lefebvre, qui est président de la Société d'entomologie du Québec. Et malheureusement, M. Philippe Tanguay, président de la Société de protection des plantes du Québec, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Il avait d'autres engagements. Donc, je vous remercie de vous joindre à nous en mode virtuel pour la remise des bourses Smirnoff édition 2024. Vous savez, les bourses Smirnoff, c'est une collaboration entre le Centre de foresterie de Laurentides et la SEQ puis la SPPQ depuis 6 ans maintenant. Ça vise à soutenir les étudiants gradués en entomologie ou en pathologie forestière en leur offrant une bourse de 3 000 $. C'est un partenariat qui est vraiment fructueux, qu'on aime bien, vraiment, qui nous permet de bien rejoindre les spécialistes, les étudiants dans ces deux domaines que sont l'entomologie et la pathologie forestière. Donc, on espère être en mesure de continuer ce partenariat pendant les prochaines années. Les candidatures ont été examinées selon des critères d'admissibilité et de sélection bien rigoureux. On avait un comité d'évaluation externe pour évaluer les candidatures. Donc, le comité d'évaluation est composé de Mme Julia Milarek de la Société d'entomologie du Québec, Marianne Saint-Laurent de la Société de protection des plantes du Québec, Antoine Déric Côté du ministère des Ressources naturelles et des forêts du Québec, Evelyne Dufault, directrice de recherche au Centre de foresterie des Laurentides. Et le tout a été merveilleusement coordonné par Marie-Soleil Morneau, qui est une employée du CFL, biologiste chez nous. Donc, après avoir fait cette évaluation rigoureuse, eh bien, deux étudiantes se sont particulièrement démarquées. Ce sont nos lauréates aujourd'hui. Donc, félicitations à Mme Apolline Morin et Mme Cyrine Boubecker. Donc, félicitations à vous deux. Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous remettre officiellement à la bourse, de célébrer votre succès et surtout d'entendre parler de vos projets. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous parler quand même, comme je le fais à chaque année, ceux qui ont déjà assisté à la remise des bourses Smirnoff. C'est important pour nous de rappeler qui est le docteur Vladimir Smirnov, qui est un ancien chercheur du CFL. Donc, M. Smirnov, il est né à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1917. Et très tôt, c'est quelqu'un qui avait un intérêt pour la protection des forêts, notamment contre les insectes nuisibles. Il a fait des études universitaires en foresterie à Saint-Pétersbourg, puis il a été travaillé pendant une dizaine d'années au Maroc, où il a poursuivi ses travaux de recherche, et c'est en 1957 qu'il se joint au Centre de foresterie des Laurentides à titre de chercheur en pathologie des insectes. Et pendant 28 ans, il a contribué au développement, à la reconnaissance de la lutte contre les insectes forestiers et particulièrement la lutte biologique. Et au cours de sa carrière, c'est plus de 300 articles scientifiques qu'il a publiés. Il a été récipiendaire du prix Léo Parizeau, décerné par l'ACFAS, Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Il a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 1997. Après sa retraite, qu'il a pris en 1984, il a été pendant quelques années chercheur émérite au Service canadien des forêts, chercheur émérite au Centre de recherche en biologie forestière de l'Université Laval, membre émérite de la Société d'entomologie du Québec et de l'Association des biologistes du Québec. Sa contribution la plus connue, c'est certainement dans le domaine du développement du concept de lutte biologique contre les insectes forestiers nuisibles. Il a été un grand promoteur de l'utilisation de l'insecticide microbien, le Bacillus thuringiensis, le fameux BT, donc qu'on utilise aujourd'hui pour lutter contre la TBE, contre la tondeuse des bourgeons d'épinette. C'est vraiment un des chercheurs qui a contribué au déploiement, à l'opérationnalisation de l'utilisation du BT à grande échelle contre la TBE, qui est un des insectes les plus destructeurs de nos forêts commerciales en Amérique du Nord. C'est un insecte indigène qui est bien connu, mais quand même qui fait des dommages importants, qui ont des impacts économiques importants pour l'industrie forestière dans l'est du pays. Donc, les bourses qui portent son nom visent vraiment à encourager la poursuite et la promotion des travaux de recherche dans les domaines qui étaient prisés par le docteur Smirnov. Vraiment, c'est en son honneur qu'on poursuit la remise de ces bourses. Et si jamais vous avez la chance de venir visiter nos locaux au CFL, sachez que le docteur Smirnov est également un peintre.
et nous avons plusieurs de ces toiles dans nos salles de réunion. Donc, un homme aux multiples talents, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est en son honneur qu'on a ces bourses aujourd'hui. Maintenant, je vais me permettre de passer la parole à M. Lefebvre pour dire un mot au nom de la SEQ. Oui, bonjour, merci, Monsieur Saint-Pierre. Donc, bonjour à tous. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais ça féliciter en mon nom personnel, mais aussi en nom de la SEQ, évidemment, là, les récipiendaires de cette année. C'était des super candidatures. Euh, et comme ça a été mentionné, la bourse Mirnov, c'est une super opportunité de collaboration donc entre la SEQ, la SPPQ et le Service canadien des forêts. Et puis, donc, on est vraiment très heureux et fiers de continuer à participer à cette initiative-là. Et parmi les missions de la SEQ, on retrouve évidemment le soutien, le développement des étudiants gradués, qui est notre relève scientifique en entomologie, et aussi le maintien des collaborations qui sont pertinentes là, à tous les acteurs qui ont à cœur l'entomologie. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je suis très heureux et fier de participer à la remise des bourses et de féliciter Apolline et Cérine pour leur prix aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup, Dominique et Monsieur Lefebvre aussi. Ça va être maintenant mon tour de vous présenter, maintenant qu'on a offert nos félicitations à nos deux lauréates de cette année. Mon nom est Evelyne Dufault, je suis directrice de recherche de la division durabilité forestière au Centre de foresterie des Laurentides. Puis c'est moi qui a l'honneur de vous présenter nos deux lauréates. Donc, en commençant par Apolline qui va nous faire sa courte présentation en premier, mais je vais prendre une minute pour la présenter. Donc, Apolline Morin a débuté son doctorat à l'INRS au Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie en janvier 2021. Elle est maintenant supervisée dans son projet par Philippe Constant, professeur agrégé à l'INRS, qui est parmi nous aujourd'hui. Son projet porte sur le rôle des déterminants biotiques et abiotiques sur les communautés microbiennes associées à Conophthorus coniperda, j'espère que je l'ai bien prononcé, un insecte ravageur des vergers à graines de pin blanc. Avant de commencer ce doctorat, Apolline a reçu un diplôme d'ingénieur en technologie innovante, option technologie du vivant à Rouen, en France. Et je lui cède maintenant la parole pour présenter son projet. À toi, Apolline. Merci. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez tous la présentation? Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir accordé ce prix et puis de prendre le temps aujourd'hui de venir nous écouter. Je vais donc vous faire une courte présentation sur le scolyte des cônes du pin blanc, ce ravageur des vergers à graines de pin blanc. Je vais d'abord commencer par une courte contextualisation, parler rapidement, brièvement de cet insecte, le fameux Conophthorus coniperda ou scolyte des cônes du pin blanc, qui est un tout petit scolyte de quelques millimètres et qui cause des ravages extrêmement importants dans les vergers à graines de pin blanc. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au pin blanc? Il faut savoir que c'est un arbre qui a une valeur économique et patrimoniale particulièrement importante au Québec. Et c'est en partie pour cette raison que cette essence faisait partie des programmes de reboisement au Québec. Dans ce sens, des variétés de pin blanc améliorées ont été créées de façon à ce qu'ils produisent des graines en quantité abondante pour pouvoir produire des plants pour répondre aux besoins de reboisement. Ces essences sont regroupées dans des plantations appelées vergers à graines qui sont à la fois isolées et aménagées de façon à éviter des pollinisations extérieures et conserver cette variété, cette possibilité de produire des graines en grande quantité. Le scolyte des cônes du pin blanc, s'attaquant aux cônes et s'alimentant des graines, ça devient son terrain de jeu favori. Au printemps, les femelles prennent leur envol et vont attaquer de nouveaux cônes. Et ces cônes-là, ils vont stopper leur croissance et rapidement tomber au sol. Il faut savoir que les dommages annuels peuvent aller jusqu'à 98%, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, fait qu'au niveau des récoltes pour le reboisement, c'est des pertes extrêmement importantes. Les cônes attaqués ont un trou caractéristique à la base du pédoncule avec un caillot de résine qui permet de bien les distinguer. À l'intérieur de ces cônes, les insectes, donc le scolyte, creusent tout le long du rachis une galerie. Et ensuite, à l'intérieur de ces galeries, à l'intérieur de ces cônes, l'insecte va ensuite passer l'ensemble de son cycle de vie.
et ce, été comme hiver. On se doute que, en vivant au sol, toutes saisons confondues, l'insecte peut être soumis à une multitude de pressions environnementales et on suppose qu'il parvient à survivre en collaborant avec des micro-organismes. En effet, le scolite, comme beaucoup d'autres insectes, interagit vraisemblablement avec un ensemble de micro-organismes tels que bactéries, levures, champignons ou archées. Et tous ces micro-organismes-là sont soumis à un ensemble de paramètres biotiques et abiotiques qui entraînent une certaine dynamique des populations. En étant soumis à tous ces paramètres, donc par exemple biotiques, ça peut être les micro-organismes autour des galeries, ça peut être on peut dire les terpènes qui sont sécrétés par les cônes pour lutter contre cette invasion de l'insecte, ou alors abiotiques comme tout phénomène météorologique de température, d'humidité. Et tous ces micro-organismes vont répondre à ces pressions-là de façon à protéger l'insecte, lui permettre de s'alimenter et de s'établir avec succès dans son environnement. C'est pourquoi l'étude du microbiome de l'insecte qui n'a jamais été étudiée jusqu'à maintenant, de cet insecte-là, et qui n'a jamais été étudiée jusqu'à maintenant, et du dynamisme des populations, nous amène à nous demander qu'est-ce qui entraîne exactement ces changements d'organisation. On a donc posé l'hypothèse selon laquelle c'était un ensemble de paramètres, de déterminants biotiques et abiotiques qui influenceraient cette dynamique des populations associées à Coenobzorus coniperda. À partir de là, plusieurs objectifs ont été posés. Un premier était de définir la biologie de cet insecte, puisqu'on ne s'y est pas intéressé, il n'a pas été étudié depuis les années 90, puis dans le laboratoire du professeur Guertin en 2014, mais rien actuellement, du coup 10 ans après. Un deuxième objectif est donc l'évaluation de la succession temporelle du microbiome de Coenobzorus coniperda, en lien avec ces fameux déterminants biotiques et abiotiques. Associé à cet objectif, un objectif que je vais appeler 2 bis, a été de regarder l'influence que l'échantillonnage et du nombre d'individus considérés pouvaient avoir sur les analyses statistiques par la suite. Et finalement, un troisième objectif est de démontrer le lien causal qui existe entre ces déterminants et les communautés microbiennes, toujours associées à l'insecte. Je vais m'attarder sur 2 objectifs sur lesquels j'ai le plus travaillé actuellement. Le premier a été donc la définition de la biologie de l'insecte. La méthode s'est passée une première partie sur le terrain, puis au laboratoire, et c'est fait sur 2 années entières. Sur le terrain, on échantillonnait à peu près 6 à 12 cônes à chaque sortie, donc chaque semaine, pendant tout l'été, jusqu'à ce qu'on ait atteint le stade des adultes. Puis, on a placé 3 pièges dans le verger qui nous permettaient de suivre la période de vol des mâles pour la reproduction. Au laboratoire, on traitait les échantillons, on regardait la taille des cônes, le nombre d'insectes à l'intérieur et le ou les stades qu'on pouvait retrouver à l'intérieur. En parallèle, on a également suivi ce que l'on appelle les degrés jours, qui va correspondre à peu près à l'accumulation de chaleur qu'il peut y avoir et à partir de laquelle les insectes peuvent émerger des cônes pour entreprendre un nouveau cycle de vie. De façon générale, pour la biologie de l'insecte, on a cherché à regarder quand se déroulait l'émergence, les périodes de vol, d'alimentation, de reproduction, de ponte, ainsi que toute la période de développement de l'œuf, de stade d'œuf, jusqu'aux adultes. Et ce qu'on a pu observer, ici, la courbe que vous voyez, c'est les jours juliens en fonction de l'accumulation de chaleur des fameux degrés jours. Et on a pu définir donc les différents stades et les différentes périodes. Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais de façon générale, les éléments qu'on a pu mettre en évidence étaient que pour l'émergence, l'alimentation, il faut que les degrés jours soient supérieurs à 50 degrés, mais également qu'il y ait plusieurs jours à plus de 20 degrés d'affilée pour que les insectes sortent. Autrement, on aura beau avoir un degré jour supérieur à 50, l'insecte ne sortira pas et ne va pas voler au printemps. À la période de ponte, on s'attendait à ce que les insectes restent avec les œufs qui venaient de pondre, mais les parents ne restent pas dans ces cônes, vont pondre des œufs dans plusieurs cônes et se balader en fait au travers du verger, laissant les nouveaux insectes débrouiller. Enfin, un comportement particulier a pu être observé dans le verger où j'ai travaillé, qui a été que les insectes, à une certaine période de l'été, commencent à migrer dans le pédoncule du cône, certainement en réponse à la présence d'un autre insecte dans le cône, une sorte de cohabitation. Pour terminer, pour la période de développement, voici un tableau qui compare ce qui a été estimé entre 1992 et 2022-2023. C'est un petit peu difficile à lire, mais de façon générale, les insectes, on semble avoir une période de développement un petit peu plus concentrée par rapport à 1992. On peut voir par exemple que certains stades, notamment des pupes, peuvent être retrouvés jusqu'en septembre, alors qu'aujourd'hui, si on en retrouve en août, c'est une poignée, ça se compte sur les doigts d'une main, en tout cas d'après les centaines de cônes que j'ai pu récolter cet été.
Je vais maintenant vous parler de l'objectif 2 bis pour évaluer l'influence de l'échantillonnage et du nombre d'individus considérés sur les analyses. On s'est posé 2 questions. La première, combien d'arbres doivent être échantillonnés pour que nos résultats soient représentatifs de ce qui se passe réellement? Et ensuite, est-ce que le nombre d'insectes considérés influence les analyses? Parce que ce sont des tout petits insectes et pour avoir suffisamment de matériel génétique, il nous faut une certaine quantité. Mais dans le sein même d'un cône, le nombre d'insectes varie énormément et il faut savoir s'adapter à ce qu'on peut retrouver dans le verger. Au niveau de la méthodologie, toujours une portion sur le terrain et au laboratoire. À l'échantillonnage, on a échantillonné 12 arbres en ramassant 15 cônes sur chaque, donc à peu près un total de 165 cônes. Au laboratoire, on a traité les échantillons en décortiquant les cônes et en faisant un composite des insectes trouvés dans les 15 cônes par arbre. Là, on les a ensuite séparés avec 2, 3 ou 4 insectes qui sont à peu près la moyenne d'insectes qu'on pourrait retrouver et utiliser pour les expériences, mais également les galeries où ils habitent, étant donné que c'est l'environnement direct de l'insecte. Ensuite, les insectes ont été lavés et disséqués de façon à récupérer leur tractus intestinal. On a réalisé une extraction d'ADN, un séquençage du DNA, puis des analyses. Pour la première question, combien d'arbres doivent être échantillonnés? On a réalisé ce qu'on appelle une courbe d'accumulation. Cette courbe-là va nous permettre de revoir, en fonction du nombre d'arbres, le nombre d'espèces qu'on a pu trouver. Quand on atteint un plateau, cela signifierait que nous avons normalement échantillonné suffisamment d'arbres pour avoir que les micro-organismes soient représentatifs de ce qu'on peut retrouver dans les insectes ou les galeries. En haut, ce qu'on peut voir, c'est que pour les insectes, on atteint un début de plateau, mais on n'y est pas encore. Et effectivement, il semblerait que l'on ait seulement 76% de la diversité. Il nous manquerait donc un certain nombre de réplicats. Par contre, pour les galeries, avec 11 arbres, on voit qu'on atteint un plateau et qu'on est effectivement à 87% de la diversité. Également, on a quelque chose de relativement stable. Il faudrait donc augmenter le nombre d'arbres échantillonnés pour avoir une représentativité au moins de 95%. Je vous passerai les détails, mais d'après nos calculs, il faudrait qu'on augmente à 28 arbres pour pouvoir être représentatif. Ensuite, on a regardé le nombre d'insectes. Est-ce que le nombre d'insectes avait une influence? Ici, j'ai réalisé donc une représentation par PCOA et des Permanova pour le test statistique. Je ne vais pas rentrer encore une fois beaucoup dans les détails, mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les points sont proches, et là, les ellipses qui se recoupent, plus cela signifie que les échantillons sont globalement similaires et normalement pas distincts. À l'inverse, on peut voir que les galeries, qui sont bien distinctes ici de tous mes échantillons d'insectes, sembleraient avoir une différence. La Permanova, derrière, vient apporter la précision statistique que cette figure peut montrer, étant donné que ça, c'est juste une représentation visuelle. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas d'effet significatif sur la couverture des communautés bactériennes et leur diversité, ce qui est encourageant et ce qui signifie que derrière, si jamais je me retrouve avec un nombre d'insectes différents, je pourrais quand même avoir une comparaison qui soit pertinente. Finalement, je vais rapidement passer sur l'objectif 2 et 3 qui sont en cours. Donc, le premier sur la succession temporelle du microbiome de Conoxurus coniperda. Un échantillonnage de 12 arbres, de 6 à 9 cônes, a été réalisé pendant une année complète. Et à la suite de ça, un ensemble, comme précédemment décrit, de lavage, dissection, extraction d'ADN, séquençage et analyse. Aujourd'hui, les échantillons vont être envoyés à séquencer d'ici fin juin 2024 et je devrais donc rapidement voir les résultats associés à cet objectif. Pour l'objectif 3, qui est de démontrer ce qu'on aurait pu observer dans l'objectif 2 avec quelques déterminants sélectionnés. L'objectif va être de créer une dysbiose en trempant les cônes dans une solution antibiotique de façon à ce que les galeries soient imbibées de cette solution, étant donné que les insectes s'alimentent de cette galerie. Ensuite, on exposera les cônes à des paramètres sélectionnés précédemment. Ici, j'ai donné l'exemple, par exemple, de la température. Nous pourrions exposer de façon distincte les cônes à 4 degrés ou 25 degrés et voir l'influence que ça pourrait avoir sur la survie des insectes, mais également sur le dynamisme du micro-organisme. Derrière, encore une fois, toute la succession au laboratoire de lavage, dissection, etc. Tout ça, ce sera réalisé en août 2024, qui est la période la plus adaptée d'après les pré-tests qu'on a pu effectuer ces dernières années. Pour conclure, à partir de l'hypothèse que nous allons poser, déterminants biotiques et abiotiques influencent la dynamique des populations microbiennes associées à Conoxurus coniperda durant son cycle de développement. La biologie de l'insecte, tout comme son microbiome et son dynamisme, la robustesse des analyses, la validation en conditions contrôlées, permettront derrière le développement de stratégies de lutte, mais
À mon sens, il faudrait ensuite pousser un petit peu plus en regardant le lien entre le fitness par rapport aux micro-organismes, le fitness de l'insecte par rapport aux micro-organismes, pour effectivement développer ces fameuses stratégies de lutte biologique qui seraient efficaces contre ce ravage. Je vous remercie pour votre attention et puis au plaisir d'échanger avec vous à la suite. Merci beaucoup, Apolline. Merci pour la présentation, puis encore félicitations. Le comité a été très impressionné par l'originalité puis de ton projet, puis ta persévérance aussi. Et donc, on est vraiment content de pouvoir t'offrir cette bourse-là aujourd'hui. Merci. Félicitations. On va passer maintenant à Cyrine, la deuxième lauréate des bourses Myrnov 2024, Cyrine Boubecker. Donc, après une licence en chimie obtenue en France et un microprogramme de baccalauréat en biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, Cyrine a entrepris en 2020 une maîtrise en ressources renouvelables, toujours à l'UQAC, pardon, puis a fait un passage rapide au doctorat en sciences de l'environnement à l'automne 2021. Son projet de thèse sous la supervision d'Annie Deslauriers, qui est aussi présente avec nous, et de Lionel Ripoll et de Catherine Girard, se penche sur les conditions menant à la toxicité de l'ADN conspécifique afin d'élaborer des prémices d'un insecticide biologique contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, on a tous très hâte de voir les résultats. À toi la parole, Cyrine, pour nous parler de ton projet. Excusez-moi. Pas de problème, prends ton temps. Ok, c'est bon. Normalement, vous voyez bien. Oui, c'est Parfait. parfait. Alors, c'est ça, moi, je vais vous présenter mon projet de doctorat où je travaille plutôt sur les conditions menant à la toxicité de l'ADN conspécifique, donc c'est-à-dire l'ADN de la même espèce que l'espèce qu'on cible, pour essayer de développer les premières étapes d'un insecticide qui serait biologique contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet insecte-là, je vais vous faire un mini contexte. Donc, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est cette petite larve, cette petite chenille qu'on voit ici, qui vient manger les bourgeons, les nouvelles pousses chez les conifères de la forêt boréale d'Amérique du Nord-Est. Et en consommant donc, ces bourgeons et ces nouvelles pousses, elle va engendrer de la défoliation. Comme on peut le voir sur l'arbre, si on voit ma souris, sur cet arbre-là, on a vraiment un arbre qui est très défolié, qui est plus vraiment en santé, comparé à un arbre ici qui est moins défolié, puis qui a l'air vraiment en meilleure santé. Puis cette forte défoliation à répétition, ça entraîne différentes choses au niveau des arbres, une diminution de la qualité du bois qui est produit, une diminution de la croissance des arbres, mais également de la mortalité chez les arbres qui sont fortement impactés, fortement défoliés sur plusieurs années. Mais aussi, la tordeuse des bourgeons d'épinette, elle entraîne avec cette forte défoliation des épidémies. Donc, au niveau du territoire touché, là, ça correspondrait à toute cette partie-là donc de l'Amérique du Nord-Est, donc c'est-à-dire l'Est du Canada et une partie du Nord-Est des États-Unis. Et donc, ça vient sous forme de cycle épidémique. Donc, la tordeuse vient, elle s'installe un certain nombre d'années, ça se calme, ça repart, puis ça revient. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est une problématique qui est naturelle et récurrente. C'est juste qu'aujourd'hui, au niveau des impacts, dans notre société, c'est quand même des impacts qui sont importants et multiples, comme des impacts sur l'économie du bois, mais aussi, on l'a vu notamment l'année dernière au Québec, où il y avait eu de forts feux de forêt. Donc, ça a vraiment un impact aussi sur ça. Puis aujourd'hui, on le sait aussi que la tordeuse des bourgeons d'épinette a un impact sur l'habitat du caribou. Donc, il y a de plus en plus d'impacts qu'on connaît actuellement qui découlent indirectement ou directement de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Et donc, pour lutter contre ces ravages de la tordeuse des bourgeons d'épinette, il y a deux grands types d'insecticides qui sont utilisés. Les insecticides dits biologiques et un insecticide de synthèse. Donc, en insecticide biologique, c'est le BT donc, que M. Smirnov a mis en place, entre autres.
où c'est une bactérie qui relâche une toxine qui va venir affecter les larves qui vont l'ingérer, ce qui va engendrer sa mortalité au niveau de la larve. Puis en insecticide, en molécule de synthèse, on a le tébuphénoside, aussi connu sous le nom de mimic. C'est une molécule produite chimiquement qui va engendrer une mue précoce au niveau de l'insecte. Donc, la larve n'a pas assez de réserve pour survivre à cette mue et va mourir. Au niveau des politiques pour ces insecticides-là, ça dépend des provinces. Au Québec, il y a seulement le BT qui est utilisé, tandis que dans d'autres provinces, ils accumulent l'utilisation de ces deux insecticides-là. Puis, une chose qui est très importante qu'il faut savoir, c'est que ces insecticides-là ne sont pas spécifiques à la tordeuse des bourgeons d'épinettes. Ils vont également impacter des autres insectes qui ont un pH au niveau de l'estomac basique. Puis pour ça, il faudra voir les travaux de Christian Hébert actuellement sur les impacts des autres organismes. C'est ça. Puis, nous, avec notre projet, en fait, en 2015, il y a eu une recherche qui a démontré qu'au niveau de l'ADN conspécifique, donc l'ADN d'une même espèce que l'espèce ciblée, on avait de la toxicité qui était présente. Puis, il faut savoir que de nos jours, dans la recherche contre les insecticides, les pesticides, tout ça, on essaie d'avoir quelque chose de plus en plus ciblé, de plus en plus moins dommageable pour les écosystèmes. Et c'est avec cette approche-là que vient mon projet. Et pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé au niveau de leur recherche, quand ils ont découvert ça, c'était une recherche sur la décomposition donc, de la litière des feuilles mortes. Les feuilles mortes étaient dégradées dans le sol quand c'était donc du même arbre, donc la même espèce, par les micro-organismes et les nutriments qu'il y a dans le sol, le pH, différentes choses abiotiques. Donc, l'ADN était comme décomposé, fragmenté et récupéré par les racines, comme on le voit ici. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une inhibition des racines. Donc, les racines commençaient à mourir, elles arrêtaient de croître. Et en cherchant un peu plus loin, ils se sont rendus compte que c'était valable chez les protozoaires, les bactéries, les champignons, les algues, les insectes, les plantes. Donc, ça a comme l'air d'être quelque chose d'assez commun au niveau des organismes. Mais une chose très importante qu'il faut savoir là-dedans, c'est que pour qu'il y ait toxicité, il faut que l'ADN soit spécifique, donc même espèce que l'espèce ciblée. Donc là, dans mon cas, ADN de tordeuse contre la tordeuse. L'ADN doit être fragmenté et très, très hautement concentré, c'est-à-dire des concentrations qu'on retrouve en nature. Normalement, ce n'est pas assez concentré pour engendrer de la toxicité. Donc, c'est dans ce but-là que mon projet s'installe, où actuellement, on essaye de comprendre les conditions qui engendrent cette toxicité-là de l'ADN en spécifique pour pouvoir développer un insecticide biologique qui contiendrait l'ADN fragmenté de tordeuse encapsulé. Donc, la première étape très importante, c'est quand même de déterminer les doses létales. Donc, quelle quantité d'ADN va engendrer la mortalité? Donc, pour ça, on a deux grands types de tests. On a ici le drop feeding, qu'on appelle ça, où on met une larve de tordeuse avec une goutte de solution. La larve va aller boire la goutte et c'est comme ça qu'elle va l'ingérer. On va après décompter le nombre de mortalités. Puis, il y a un autre type de test où c'est des tests cellulaires. Donc, comme on peut le voir ici, on va avoir des cellules ici de tordeuse des bourgeons d'épinette, des cellules de Spodoptera, c'est un autre lépidoptère, donc une autre chenille, et des cellules de souris. Donc ça va nous permettre de déterminer aussi la spécificité, parce qu'on le sait que l'ADN, au niveau du génome, il y a de grosses portions de génome qui sont partagées entre les organismes. Donc, ce serait un peu pour voir aussi si on a vraiment une spécificité de l'espèce. Ou si, mettons, je donne mon ADN de tordeuse à des cellules de Spodoptera qui sont aussi un lépidoptère, est-ce qu'on va trouver quand même un peu de mortalité? Au niveau de mes sources d'ADN, actuellement, c'est pour ça que je suis au CFL dans l'équipe de Sandrine Pic à travailler avec Majid. J'essaye d'extraire de l'ADN de tordeuse en grande quantité pour pouvoir le redonner à mes cellules. Dans mon projet, c'est vraiment le plus limitant, c'est ma quantité d'ADN, parce que pour faire ces tests-là, il faut des quantités d'ADN très, très, très importantes. Et vous allez le voir à la suite du diaporama que c'est vraiment le limitant dans ce projet-là. Donc, on essaie d'extraire de l'ADN de tordeuse et également de Spodoptera, mais aussi, je vais l'expliquer après, j'ai aussi testé avec de l'ADN de souris. Donc, c'est ça. Étant donné que je n'ai pas beaucoup d'ADN de tordeuse actuellement, que là, je suis en train
d'en préparer. Pour continuer mes tests, j'ai acheté de l'ADN de souris parce que c'était le seul ADN en fait, que je pouvais trouver en grande quantité en termes de commercial. Je m'en occupe, je fais prépare différentes solutions, puis je le redonne à mes cellules de souris. Donc là, ça, c'est mes résultats au niveau des cellules de souris. Pour les cellules de tordeuse et de Spodoptera, ça n'a pas encore été testé. Ça va être testé durant l'été. On peut voir ici avec le résultat, excusez-moi, le résultat qu'on voit ici, que, donc ça, c'est juste le nombre de cellules à titre indicatif, mais pour 10 000 cellules, j'ai trouvé une concentration inhibitrice à 50%, donc c'est-à-dire 50% de mortalité, pour 27 nanogrammes microlitres, aussi 27 microgrammes par millilitre. C'est quand même une quantité assez importante d'ADN, mais c'est quand même faisable. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que je n'ai pas trouvé cette toxicité-là en répétant ce test-là avec une portion d'ADN différente. Donc, il semblerait que plus j'ai de l'ADN assez conséquent, donc dans cette gamme de taille de fragments-là, j'aurai ma toxicité, mais pour des tailles de fragments plus petites, on ne décompte pas cette toxicité-là. Donc là, les tests sont quand même en cours pour continuer de creuser ça au niveau de l'ADN de souris. Puis une fois que j'aurai vraiment une fenêtre de taille de fragments d'ADN, on testera ça avec l'ADN extrait à partir des larves de tordeuses et on testera ça sur les tordeuses. Et aussi, on va bien, c'est très important, croiser interespèces pour vérifier vraiment cette spécificité-là. Au niveau des tests par drop feeding, en 2022, j'ai attaqué mes tests. Les tests préliminaires ont démontré de la toxicité, mais quand j'ai voulu prolonger ces tests-là, malheureusement, c'était une période de grosse contamination chez les élevages de tordeuses des bourgeons de l'épinette, là, comme on peut le voir sur les images là. Tout ça, là, c'était dans mes contrôles. Donc, c'était problématique. Je ne pouvais pas tester correctement. Et j'ai arrêté ces tests. Et pour l'instant, je me concentre plus sur les tests sur les cellules. Dès que j'aurai assez de quantité d'ADN, je pourrais repartir sur des tests sur des larves parce que, bien entendu, il faut plus de quantité pour les larves que pour simplement des cellules. Mais la question qu'on peut se poser aussi, si on veut produire ça, puis le pulvériser en forêt, comment on va donner de l'ADN comme ça, libérer de l'ADN dans les forêts? Il faut savoir quand même que l'ADN aussi, c'est une molécule sensible à différentes choses, à la lumière, entre autres, aux températures. Et donc, pour cela, on a décidé de partir sur un processus d'encapsulation. Donc, pour résumer, on a un polymère, donc c'est des grandes chaînes de molécules, nos fragments d'ADN, et notre polymère va venir entourer nos fragments d'ADN pour former ce qu'on appelle des capsules. Donc, étant donné que mon ADN, c'est toujours mon limitant dans ce projet-là, j'ai débuté en fait par remplacer mes fragments d'ADN par un sel de fluorescéine. C'est une molécule qui est fluorescente, c'est un fluorochrome. Et donc, j'ai encapsulé ça pour avoir mes petites capsules et commencer à vérifier si mon encapsulation, ça marchait bien, comment ça se dégradait, etc., etc. Puis ici, on peut le voir, ça, c'est mes solutions de capsules fluorescentes. Donc, ça marche, théoriquement, en tout cas, comme ça marche. J'ai fait différents tests pour vérifier que j'avais bien mes capsules, elles étaient bien viables, elles avaient une bonne forme, etc., etc. Puis, sur ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'on voudrait faire aussi, c'est donc de pulvériser ça sur des arbres pour vérifier que mes capsules adhèrent bien au feuillage. Ça aussi, c'est très important. Si on veut pulvériser ça en forêt, il faut bien qu'il y ait une adhésion au feuillage. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a de la répulsion vis-à-vis des tordeuses? Est-ce que les tordeuses vont comme sentir ça et vont pas vouloir y manger ou pas? Et comment ça va se dégrader au niveau de la larve? Donc pour ça, j'ai effectué un test où, comme on peut le voir ici, c'est un test sur des disques de nitrate de cellulose. Donc je dépose une goutte de ma solution. On voit bien là, ça fluoresce correctement. Puis j'ai donné ça à manger à mes petites larves. Elles sont bien allées manger, il n'y a pas eu de problème. Puis comme on peut le voir ici, elles ont très bien mangé. Donc il n'y a pas eu de problème de répulsion. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite de ça, au niveau de la dégradation, mes capsules se dégradent à partir d'un pH de 6, sachant que le système digestif des tordeuses est très basique, aux alentours de pH 9. Il n'y a pas de problème. Les capsules vont bien se dégrader dans le système digestif de la tordeuse pour libérer l'actif. Donc ici, que ce soit la fluorescéine ou dans ce qu'on vise avec l'ADN. Donc, pour la suite de ma recherche,
On va continuer bien évidemment à poursuivre les tests de toxicité pour déterminer les bonnes concentrations, les tailles de fragments d'ADN et pour commencer aussi à comprendre les effets, le mécanisme qu'il y a derrière, parce qu'actuellement, le mécanisme n'est pas du tout connu au niveau de cette toxicité-là. Bien évidemment, vérifier la spécificité parce qu'on ne peut pas dire qu'on a quelque chose de spécifique et au final, on ne le vérifie pas. Puis poursuivre en produisant les capsules d'ADN fragmenté. Ça, c'est actuellement en cours dans mon laboratoire où on est en train de remplacer le fluorochrome, donc la fluorocéine, par de l'ADN. Vérifier également s'il n'y a pas de dégradation de l'ADN dans les capsules, si ça va bien se libérer, etc. Donc, merci pour votre écoute. Je tiens également à remercier le comité pour m'avoir octroyé cette bourse, puis toutes les personnes qui m'aident actuellement dans mon projet. Merci beaucoup. Merci Cyrine pour la présentation. Félicitations encore. Puis le comité a été aussi très impressionné par ton dossier, c'est la solidité de ton dossier. Puis on est enthousiasmé par les retombées potentielles de ce projet sur la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, félicitations. Puis on espère que tes recherches, tes résultats seront concluants. On aurait peut-être le temps pour une ou deux questions s'il y a des gens qui ont des questions avant que sur une des deux sur les présentations. Oui, Annie? Oui, moi j'en aurais une, pas pour mon étudiante, évidemment, que je suis. Félicitations les filles, c'était vraiment des belles présentations. Ma question, ben, c'est pour Apolline. Dans ta biologie de l'insecte, quand tu as présenté ton tableau un peu plus de phénologie, c'est ça, on n'a pas vraiment assez de données sur la biologie de l'insecte pour voir si son cycle avec les réchauffements climatiques, bon, 20 ans, 30 ans plus tard, si sa phénologie aurait changé là, face au changement climatique? Pardon, vous voulez dire par rapport à ce que j'ai présenté ou de façon générale? Ben, par rapport à des données de 1992, par rapport à tes données que tu as maintenant aux études antérieures, est-ce qu'on peut dire si la phénologie aussi de cet insecte-là peut avoir changé et puis si ça peut, par exemple, augmenter là, la prédation des cônes par rapport à l'insecte? Je pense que on aurait du mal effectivement à vraiment dire avec certitude parce que je pense que les études n'étaient pas du tout orientées de la même façon déjà dans les années 90 par rapport à aujourd'hui, la façon dont on l'appréhende et puis les ravages qu'ils causent aujourd'hui dans les vergers, justement. Mais des observations juste préliminaires comme ça qu'on peut voir, au niveau de la proportion d'insectes, je serais incapable de répondre effectivement. Au niveau des périodes de développement, j'ai l'impression qu'elles sont plus concentrées, mais qu'elles se trouvent quand même à peu près, ça ressemble encore beaucoup à ce qu'ils ont mesuré, en tout cas ce qu'ils ont observé dans les années 90. Je sais pas si ça répond à votre question aussi. Oui, mais c'est ça, mais dans le fond, on manque de données historiques Oui. de phénologie pour pouvoir inférer quelque chose sur cet insecte-là. Oui, à part vraiment plus sur les stades et quand est-ce qu'ils se développent. Ouais, malheureusement, je ne pourrais pas tirer de conclusion plus que ça. OK, merci. Oui, Maxime, une autre question? Oui, bonjour pour Apolline. Bravo pour les deux présentations aussi, c'était super. Petite question pour Apolline, tu as parlé d'un autre insecte qui se trouvait aussi dans les cônes. Tu n'as pas mentionné si dans sa dynamique de population, si cet insecte-là a des prédateurs ou des parasitoïdes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut influencer sa population ou la compétition qu'il y a avec les autres insectes dans le cône? C'est une très bonne question. C'est un peu la question qu'on s'est posée parce que ces observations qu'on a faites sont. Je crois qu'il y a un très vieil article qui mentionnait un comportement où il partait dans le pédoncule. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est que quand on a comparé entre le verger à graines où je travaille et un parc, on a ramassé également des cônes. Dans le parc, les insectes n'étaient pas partis dans le pédoncule. Alors que dans le verger, oui. Et dans le verger, à partir de début août à peu près, en mi-août même, on observe ce comportement-là. Et en même temps, on va retrouver ces grandes larves dedans. Les insectes sont pas. J'ai plus l'impression que c'est une cohabitation qu'une prédation, en l'occurrence pour ça, étant donné que la présence de ces insectes
je retrouve pas de scolytes morts à l'intérieur des cônes. C'est vraiment une larve, je pense que c'est une chenille, j'ai pas identifié exactement quel insecte c'est actuellement. Et en termes de prédation, là, comme ça, oui, certainement, il y a de la prédation, mais en étant à l'intérieur, en fait, c'est un insecte extrêmement cryptique, il sort pas du tout du cône, donc à moins que vraiment un autre parasite vienne s'introduire à l'intérieur du cône et pour s'alimenter ou pour tuer, etc. Non. Une des causes principales du décès des scolytes à l'intérieur des cônes, c'est plus, je pense que c'est un entomopathogène, je pense que c'est un champignon généralement, on va voir le champignon, oui, l'insecte est comme creux et puis il y a une collerette blanche qui est donc généralement une contamination en champignon. Puis en parallèle, il y avait eu un peu une étude dans le laboratoire en utilisant un champignon entomopathogène, Beauvaria bassiana, pour essayer de lutter contre le scolyte. OK, merci. Donc, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis naturels connus de ce que tu vas Non. dire. OK. Ou en tout cas, à ce jour, je ne suis pas capable de les Non. citer. Merci. OK. Monsieur Constant, vous avez la main levée. C'est pour une question ou on va prendre une dernière intervention avant de clore? Allez-y. OK, ben, une petite question pour Cyrine. Belle présentation, c'est vraiment intéressant. Je ne connaissais pas le mécanisme là, de toxicité de l'ADN et j'étais curieux parce que la concentration est quand même assez faible, là, c'est autour de 20 nanogrammes par microlitre. Puis la première question, c'est de savoir est-ce que cette concentration-là, ça correspond à ce qu'on voit ailleurs dans d'autres modèles? Et la deuxième question, c'est lié à ça aussi, c'est un peu le mécanisme, comment l'ADN va passer du tract intestinal à son induction de pathologie. C'est quoi le mécanisme de transport de l'ADN vers les cellules épithéliales? Je ne sais pas c'est quoi le mécanisme, là, mais je serais curieux de savoir si c'est connu ou si c'est encore un domaine qui est trop flou pour savoir tous les mécanismes. C'est ça, la problématique là-dedans, dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment encore très, très méconnu. Les chercheurs qui travaillent sur ça, qui ont découvert cette toxicité-là, ils ne sont pas partis sur du cellulaire, ils sont partis directement à essayer de trouver donc des toxicités sur des insectes ou sur divers organismes comme des microalgues, etc. Et eux, mettons par exemple, ils ont un article sur la drosophile où ils ont mis l'ADN de la drosophile dans des levures et c'est ces levures-là qui donnent à manger aux drosophiles. Donc, ils ne sont pas du tout partis du côté cellulaire. C'est ce qu'on est en train de faire avec mon projet. Puis donc, on essaye de débûcher un peu tout ça, là, parce que c'est vraiment difficile. Puis, c'est des concentrations quand même. Ben, pour les cellules, là, ça n'a pas l'air si important que ça, mais sur des larves, c'est quand même des très grosses quantités après passer de seulement des cellules à des larves. Nous, sur les larves, les tests préliminaires ont montré que c'était environ autour de 6 microgrammes d'ingestion d'ADN par larve. Quand on ne s'y connaît pas en microbiologie, ça ne paraît pas beaucoup, mais en microbiologie, c'est quand même énorme pour une seule larve. Mais c'est ça, les tests après sur des larves entières vont être repris un peu plus tard dès qu'on en saura plus au niveau des cellules. Puis c'est ça, donc le mécanisme pour l'instant, il n'est pas connu. Nous, sur nos tests cellulaires, on prend des photos également, on observe les cellules pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que l'observation, des fois, nous indique certaines choses qui peut se passer. Puis globalement, c'est ça. OK, ben merci, super intéressant. Bonne chance pour la suite, là. On va suivre ça de près. Oui, merci beaucoup à toutes les deux, puis bonne chance effectivement pour la suite de vos projets. Félicitations encore pour la bourse. Puis il est 11h02, on a dépassé un peu notre temps, donc je vais tout de suite y aller avec le mot de la fin, simplement pour remercier la Société d'entomologie du Québec, la Société de protection des plantes du Québec pour ce partenariat fructueux qu'on a avec eux pour les bourses. Merci aussi d'être venu assister aux présentations des lauréates. Puis je vous dis à l'année prochaine. Puis Pauline et Cyrine, on a bien hâte de suivre vos travaux puis de vous voir dans différents colloques peut-être ou autres conférences. Félicitations, puis à la prochaine, à l'an prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour.